un petit bilan démographique, alors sur la base de ce que publie l'INSEE chaque année, et puis la chronique un peu plus documentée que produit l'INED, pour ceux qui sont intéressés chaque année aussi, de la conjoncture démographique. Donc, voici les effectifs d'hommes et de femmes au 1er janvier de cette année. Voici la croissance de la population, où on voit effectivement un ralentissement dans les dernières périodes du rythme de cette croissance de la population. Et puis, ce dont on a beaucoup parlé, un solde naturel qui diminue sous deux dynamiques, celle de la baisse de la natalité, de la baisse des naissances, qui dure depuis quelques années maintenant, et puis l'augmentation croissante du nombre de décès, une évolution sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Il faut savoir que sur l'Union des 27, seuls 6 pays présentent un solde naturel positif aujourd'hui, et donc nous faisons partie de ceux-là. Alors la croissance de la population n'est pas tirée que par les naissances, mais c'est un morceau important, et donc comme le disait Mathieu, il y a une forte attention là-dessus. On a une diminution du nombre d'enfants par femme, donc c'est un indice conjoncturel qui regarde aujourd'hui dans les conditions du moment quel est l'indicateur conjoncturel atteint. Donc il est bas, c'est vrai, comme on le voit ici en précisant qu'on est un des rares pays avec une croissance naturelle. Il est, cela dit, plus haut qu'ailleurs. Et puis en démographie, on voit sur le long terme. Et donc il faut savoir qu'on a à la fois le pilotage par des indicateurs conjoncturels et puis le pilotage par ce qui se passe pour chaque génération. Et donc on regarde aussi la descendance finale des femmes de chaque génération. Et on voit ces dynamiques assez complexes, c'est-à-dire que finalement, jusqu'à maintenant, les naissances étaient plutôt reportées aux âges un peu plus élevés d'une génération à l'autre, mais avec une descendance finale finalement assez proche. Que va-t-il advenir des parcours de vie et des parcours familiaux des générations actuelles? On n'en sait rien. Pour l'instant, on constate ce grand décalage dans les naissances à chaque âge. Est-ce qu'il y aura un rattrapage plus tard? C'est encore des choses qui sont à étudier, et personne n'a vraiment la réponse aujourd'hui. Alors, la croissance de la population est tirée aussi par la présence des immigrés dans notre pays, qui représentent donc à ce jour, quand on parle des natifs étrangers, hein, les immigrés sont natifs étrangers mais peuvent avoir été nationalisés français. Donc on a par exemple comme chiffre sur les natifs étrangers, cette année 7,3 millions de natifs étrangers, qui représentent 8% pardon, de la population française. C'est en augmentation, c'est un peu moins en France que dans la moyenne européenne. Et une spécificité française, c'est que cette population de natifs étrangers est supérieure à la moyenne, surtout après 50 ans, pardon. C'est-à-dire que les vagues de migration qui ont eu lieu euh, euh, dans les années 60 sont aujourd'hui des migrants vieillissants en France pour un certain nombre. Et donc, au fil des histoires des vagues de migration ou des conjonctures de migration, on va avoir une structure de la population nourrie à différents âges du parcours de vie ou de la pyramide. Donc la pyramide, c'est un outil très utile en démographie. Vous voyez ici celle de 2023. J'ai pas mis à jour ce chiffre-là, mais pour se faire une petite idée, la population est composée des différentes générations, et c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, puisque l'avancée en âge de chacune des générations va finalement recomposer la population âgée avec des personnes euh, qui ont eu des histoires vraiment singulières, que ce soit en termes de contexte politique, contexte de santé, contexte éducation, qui vont atteindre ces âges élevés et qui donc vont fondamentalement changer au fil des ans la composition et les ressources et les besoins de la population âgée. Je crois que c'est vraiment très important d'avoir cette dynamique en tête quand on projette en fait les besoins de la population de demain, à savoir que c'est une population qui ne ressemblera pas à celle qu'on a aujourd'hui, et donc il faut anticiper les besoins en ayant une bonne vision
des comportements qu'ont les générations d'aujourd'hui qui seront nos personnes âgées de demain. Donc, pour le mettre en graphique, vous avez ici la population en 2023 avec les effectifs d'hommes et de femmes. Et vous voyez qu'elle est déjà composée de générations du baby-boom qui sont en train d'entrer dans la population âgée pour une partie d'entre eux. Il faut savoir que le baby-boom s'étend de 46 à 73, que ça représente plusieurs générations avec des histoires différentes, mais en termes démographiques, c'est ce qui exprime cette forte poussée des naissances sur plusieurs années dans la population française. Et ces naissances vont avoir fait des générations nombreuses qui atteignent aujourd'hui les âges élevés, mais encore une fois avec des histoires différentes. Aujourd'hui, les 65 ans et plus représentent respectivement 19 et 23% de la population. Si on va jusqu'en 2070, qui sont les projections de l'INSEE, les dernières aujourd'hui, on voit qu'il y a donc un changement des effectifs, une augmentation de la population des 65 ans et plus, une diminution des chiffres des effectifs en deçà de 65 ans, et on voit l'augmentation de la part des 65 ans et plus dans la population. Et on voit, comme je le disais, qu'il y a une poussée, et ce sont les générations X et Y qui vont représenter une bonne partie de la population âgée, sachant que la fin du baby-boom atteint les âges très, très élevés. Donc, 2070, ça paraît loin, mais voilà dans les anticipations ce qu'on peut voir, avec évidemment des pratiques totalement différentes dans ces générations X et Y que celle des générations des baby-boomers. On voit donc qu'en 70, il y aura 29% de la population qui aura plus de 65 ans et plus, pour me répéter un peu plus, avec la coexistence de plusieurs générations ayant vécu des contextes et des histoires singulières, et une population qui se renouvelle en permanence en termes de taille, de ressources, de besoins et de parcours. C'est ce qu'on appelle en démographie l'effet âge-période-cohorte, où on a bien l'idée de marques différentes de l'histoire sur les besoins et les ressources des populations. Un petit détour par une période intermédiaire qui est 2040, qui est en point de mire de tous ceux qui s'intéressent au vieillissement de la population, parce que vous voyez que c'est à partir de 2040 que ces baby-boomers qui sont là aujourd'hui vont grimper et vont être totalement dans la population des plus de 65 ans, à des niveaux différents. Mais donc, ayons en tête ce 2040 comme un point qui va être, on le disait tout à l'heure, le collègue tout à l'heure de la Mutualité française le disait, il y a un jeu démographique qui fait qu'à un moment, il y a des agrégats qui vont se retrouver dans des tranches d'âge et puis les nombres vont se stabiliser, puis vont même décroître en fonction justement de l'évolution de ces générations qui grimpent dans la pyramide des âges. Pour montrer ici, en termes d'effectifs sous une autre forme, l'évolution des effectifs des 65 ans et plus entre 2021 et 2050. Et ici, répartis selon leur mode de résidence en institution pour personnes âgées et à domicile, si on garde les répartitions actuelles stables. On ne les change pas, on ne fait pas d'hypothèse. Voilà ce que ça donnerait. Donc, on voit plusieurs choses. On voit déjà, alors ici c'est le chiffre mis sur cet axe-là pour le rendre un peu plus visible. Il est très écrasé ici, mais il est écrasé parce que beaucoup de personnes âgées de plus de 65 ans vivent en ménage ordinaire. Vous voyez ici les mêmes chiffres pour la population des centenaires, et vous voyez que aujourd'hui un centenaire sur deux vit en domicile ordinaire, vit chez lui. Donc il faut avoir ça en tête quand on parle de l'institutionnalisation. Et vous voyez donc la montée en charge des effectifs si l'on garde le taux d'institutionnalisation constant dans les années suivantes. Ici, vous voyez l'évolution de la part des 65 ans et plus. Et à dessein, comme on parle beaucoup justement de l'impact que vont avoir ces baisses des naissances aujourd'hui, je voulais représenter avec deux scénarios que mobilise l'INSEE, un scénario central qui prolonge les tendances et un scénario de fécondité basse. Et vous voyez l'impact que ça a, mais qui est quand même, quand on parle du vieillissement, assez lent, parce que
bien, avant d'avoir cet effet des générations peu nombreuses dans les contrebalancements du baby-boom, il va y avoir beaucoup de temps qui va passer. Donc, on voit qu'avec un scénario central, les 65 ans et plus atteignent 25% de la population en 2032. En 2070, ce pourcentage n'aura pas atteint 30%. En revanche, si on prend la fécondité basse, on voit qu'en 2032, on sera pareil qu'avec le scénario central. Les 65 ans et plus représenteront 25% de la population. En revanche, on attendra dès 2066 la représentation à 30% des 65 ans et plus. Une autre manière de représenter la démographie en chiffres, ici, on a la pyramide des âges des décès. Donc, on a représenté en fonction des années, donc les décès des années 90, des années de l'année 2020, de l'année 2040 et de l'année 2070, comment se répartissent les décès par âge. Alors, c'est assez intéressant d'abord pour voir les nombres de décès qui sont évidemment aussi très liés à la fluctuation des effectifs des différentes générations qui passent dans les âges où ces décès sont fréquents. Vous voyez ici qu'on a une diminution des décès avant 60 ans, 70 ans au fil des générations, et puis des âges de décès qui grimpent. Donc, les personnes décédées sont de plus en plus âgées, ce qui veut dire que la population très âgée augmente aussi. Et vous voyez qu'avec ces projections-là, par l'INSEE, on a un pic du nombre de décès en 2048, parce que c'est là, comme je le disais tout à l'heure, que toutes les générations du baby-boom seront dans les plus de 65 ans et donc seront exposées au décès. Donc, il va y avoir chaque année une augmentation des nombres de décès jusqu'en 2048, où là, ça va se stabiliser et décliner un peu. Et vous voyez que la part des centenaires dans ces décès augmente significativement au fil des ans et au fil des décennies, avec la montée des baby-boomers dans les plus âgés. Un autre point d'importance, c'est de voir la diversité de ces dynamiques démographiques en Europe, et même quand les pays sont très proches géographiquement, liés à ces histoires et à ces contextes différents dans les populations. Et donc, vous voyez que le problème du vieillissement de la population ne sera pas du tout le même en Italie. Vous voyez que cette diminution des naissances qui a déjà touché l'Italie depuis un certain nombre d'années de manière forte change totalement la configuration pour eux de l'impact du vieillissement. Donc, il faut vraiment avoir en tête que des solutions d'un pays voisin ne sont pas forcément réplicables dans notre pays. Différences territoriales, je voulais juste vous montrer aussi que ces différences de pyramide des âges sont très marquées aussi au sein du territoire français, quand on regarde les départements. Et ici, c'est en raison justement de l'attractivité des territoires, du fait qu'on peut y trouver des emplois et comment vont se répartir les populations âgées, une problématique très importante aussi quand on s'occupe du vieillissement. Alors, la pyramide des âges, elle augmente par le haut. Donc, un vieillissement par le haut, ça veut dire qu'on ne tient plus compte ici de la diminution des naissances, mais seulement du fait que, eh bien, même quand on atteint en grand nombre les âges de plus de 60 ans, on a un autre effet qui vient renforcer le vieillissement de la population, c'est celui de l'augmentation de l'espérance de vie, y compris aux âges élevés, vous voyez ici. Et donc, le fait que la longévité est plus grande amène non seulement le fait que ces générations nombreuses peuplent cette population plus âgée, mais aussi le fait que ça augmente. Là, il y a quelqu'un qui fait des petits dessins sur, sur l'écran. Il fait que ça augmente l'espérance de vie et donc la présence de plus âgés ici. Juste pour vous dire que par exemple, entre 97 et 2017, la moitié des années d'espérance de vie gagnées l'ont été après 70 ans chez les femmes et après 60 ans chez les hommes. Et vous voyez ici l'augmentation au fil des ans des effectifs dans la population, avec aussi une augmentation très importante du nombre de centenaires, voire même du
nombre de personnes vivant au-delà de 105 ans, qui s'appellent les supercentenaires, qui ont un intérêt tout particulier pour les démographes notamment, de connaître euh, justement comment vont progresser ces risques de décès à ces grands âges avec une amélioration des conditions de vie de la population. Alors, c'est aussi ce vieillissement de la population va aussi avec cet allongement de l'espérance de vie aux âges élevés et qui fait dire aux démographes finalement, est-ce que l'âge chronologique est un bon indicateur alors que l'espérance de vie à chaque âge et notamment à l'âge de 65 ans augmente. Ils se sont mis à penser les choses autrement en disant, est-ce qu'on peut parler d'âge prospectif, c'est-à-dire qu'on va regarder finalement comment on compare les âges si ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'années restant à vivre. Donc, on a pris ici l'espérance de vie à 65 ans des années 50, qui était 12,1 ans, et on va regarder à quel âge on atteint cette espérance de vie de 12,1 ans, qui était celle des années 50. Et on voit que aujourd'hui, cette espérance de vie est plutôt atteinte par les personnes âgées de 74 ans, ce qui laisse à penser qu'il y a un recul en fait des situations et que les septuagénaires d'aujourd'hui pourraient être semblables aux sexagénaires d'après-guerre. Et donc, ça donne une vision totalement différente finalement du vieillissement de la population si on ne se base pas sur l'âge chronologique, mais si on se base sur des âges liés finalement à l'espérance de vie totale dans la population. Alors, est-ce qu'on peut remplacer l'âge chronologique par l'âge prospectif et être plutôt en étape de l'espérance de vie? C'est une grande question et c'est une question qui dépend surtout en fait, des différences qui existent dans la manière dont on vit ces différentes étapes de la vie et qui fait qu'on ne peut pas tout simplement modifier l'âge prospectif en remplaçant l'âge chronologique par l'âge prospectif, mais plutôt travailler en parcours de vie. Parce que l'allongement de l'espérance de vie, en fait, c'est un étirement des différents temps de la vie et une diversification des parcours. C'est bien que les parcours de formation et d'éducation, puis d'entrée dans la vie active, puis des vies familiales et sociales, avec la vie professionnelle et la retraite qui s'étale aussi et qui finalement, selon les parcours que vous avez eus, vont ne pas être du tout aux mêmes âges, les conditions de fin de vie qui vont aussi s'étaler. Et donc, d'avoir cette idée qu'on est en parcours et qu'au sein de ces parcours, il va y avoir des parcours plus vulnérables et des parcours qui vont avoir plus de chances d'avoir des bonnes conditions en fin de vie. Et que finalement, ce n'est pas tant une question d'âge, mais plutôt une question de cycle de vie et de temps de la vie dans les différentes sphères d'activité familiale, d'activité professionnelle, et qu'il faut avoir une vision de la protection sociale comme d'une évaluation de l'adéquation entre les ressources et les besoins à ces différents âges de la vie, en tenant compte du fait que pour certains, il y aura moins de capacité à rester en emploi, par exemple, que pour d'autres. Alors, l'évolution démographique fait que la structure de la population change et on voit par exemple beaucoup plus de diplômés dans la population âgée au fur et à mesure que les générations qui bénéficient de la généralisation de l'instruction atteignent ces âges élevés. Donc, on a une diminution de la part des moins instruits en Europe parmi les plus âgés. On voit ici, c'est la part des histogrammes rouges qui diminuent. On a une diminution des taux de pauvreté parmi les retraités, mais ça qui a été tiré par l'effet du dispositif des retraites et dont on se demande si ça va perdurer avec les systèmes de retraite actuels et notamment la désindexation des retraites déjà de l'avoir mise sur les salaires plutôt que sur les prix et puis là de la désindexer. Est-ce qu'on ne va pas avoir une élévation des risques de pauvreté dans la population âgée qui vieillira avec des pensions dévalorisées, une modification des configurations familiales et de mode de vie, c'est-à-dire qu'on a vu se diminuer les ménages intergénérationnels dans la population et augmenter les espérances de vie en couple, puisque les hommes vivent plus longtemps qu'auparavant, et en solo, mais en solo qui ne veut pas dire
qui ne veut pas dire isolé, puisqu'on voit aussi que dans ces configurations de quinquagénaires et plus qui vivent en solo aujourd'hui, il y a aussi des configurations de remise en couple avec, pas forcément de la cohabitation, des, euh, des vies de partenaires qui vivent sous deux toits différents. Donc, encore une fois, des générations qui évoluent en termes de socio-économiques ou en termes de configuration familiale dont il faut tenir compte. Alors, les inégalités, évidemment, ponctuent tout ce discours en ayant en tête que les inégalités en matière de scolarité, de conditions socio-économiques, de logement, de patrimoine et de carrière vont marquer des parcours et des pratiques en matière de santé qui vont exposer ou protéger à la fois face au risque de maladie et à un vieillissement en mauvaise santé et à la fois face à des situations de vulnérabilité économique et d'isolement social. Donc, il y a un besoin de protection sociale tout au long de la vie qui finalement rejoint un peu ce qui était dit tout à l'heure sur ce virage démographique introduit par Luc Broussy, une idée d'une protection sociale qui regarde globalement l'ensemble des risques au cours de la vie, de la scolarité, j'allais dire, avec les difficultés de décrochage scolaire, à la prise en compte des risques auxquels sont exposés les hommes et les femmes au cours de leur carrière. Alors, un focus sur la perte d'autonomie, si j'ai un peu le temps, je vais continuer en sautant peut-être quelques passages. Donc, il y a des projections de qui va être autonome ou pas au- dans les générations futures. Je voulais juste attirer votre attention que depuis les années 70-80, l'OMS avait proposé un modèle qui permet de comprendre comment on passe de la maladie à la perte d'autonomie et que, en termes de prévention et de prise en charge, c'est un modèle très important à prendre en compte. Ce qu'il dit, c'est que une maladie, telle que les maladies ostéo-articulaires, donne lieu à des limitations fonctionnelles, sensorielles, mentales, physiques. Et selon l'état fonctionnel, eh bien, on va avoir des répercussions sur ses activités de tous les jours. On va être empêché d'aller au travail, on va être plus empêché pour aller faire ses courses. Et puis, si c'est très sévère, on va être empêché pour les activités de soins personnels. Et puis, selon les activités touchées, ben, on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin d'un soutien financier, besoin d'aide pour les activités, comme ça a été dit tout à l'heure par le collègue de la Mutualité française. Donc, on est à des degrés plus ou moins forts de dépendance. Alors, pourquoi ce modèle est intéressant? Ben, parce qu'on va voir que les facteurs environnementaux et les ressources individuelles vont jouer à chacune de ces étapes du processus de développement de l'incapacité, et ce qui veut dire qu'on a à chacune de ces étapes une marge de manœuvre pour protéger et pour prévenir le passage dans la sphère suivante. Alors, par exemple, la protection, la prévention vont permettre de limiter les risques de survenue des maladies. Les soins et les traitements vont permettre que ces maladies ne conduisent pas à des incapacités pour la suite, mais vont permettre aux personnes d'en guérir. Pour certaines personnes, ça ne sera pas possible d'en guérir, donc on va passer à l'étape des limitations fonctionnelles. Ici, on peut agir en matière de compensation par des aides techniques, de la domotique, des démarches en ligne qui vont permettre de rester autonome, de pouvoir faire ses courses. Et là, on va garder une certaine forme d'autonomie, même si on a du mal à se déplacer. Et puis, pour les personnes qui vont passer dans le stade de la perte d'autonomie, ben, voir comment on peut aider ces personnes à être aidées sur les tâches pour lesquelles elles ont des difficultés, tout en gardant une indépendance sur les activités et dans les sphères d'activité pour lesquelles elles sont autonomes. Alors, l'évolution à la hausse de l'espérance de vie sans incapacité, c'est peut-être à ça que Mathieu faisait allusion. L'espérance de vie augmente et l'espérance de vie sans incapacité augmente aussi. L'adresse a publié des chiffres récemment. Je voulais attirer encore une fois votre attention ici sur le fait que cette augmentation globale est une bonne nouvelle, mais ne doit pas cacher les disparités qui existent selon le sexe, selon la dimension de l'incapacité qu'on prend en compte et puis selon le statut social. Un petit exemple ici, vous avez les espérances de vie avec et sans incapacité à 65 ans, des hommes et des femmes, selon qu'on regarde ce que je viens de vous expliquer
dans le modèle de développement de l'incapacité, des limitations fonctionnelles, des limitations dans les activités en général, ou ici des limitations pour les soins personnels, ce qui est un stade de GIR 1 ou 2, par exemple. Et donc, on voit que pour ces limitations dans les soins personnels, ça représente aujourd'hui à peu près 3 ou 5 années de l'espérance de vie totale à 65 ans, toujours plus grand chez les femmes que chez les hommes. Les limitations d'activité, elles, représentent entre 10 et 13 années de l'espérance de vie à 65 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les difficultés motrices sont beaucoup plus présentes au cours de cette année, beaucoup plus présentes chez les femmes que chez les hommes, ce qui donne une idée justement de l'importance de s'intéresser à ces troubles-là et de développer des dispositifs qui vont permettre de gérer ces troubles-là pour que ceux-ci conduisent moins fréquemment à des situations de dépendance. Les inégalités sociales, donc on avait il y a longtemps étudié ce principe, on est en train de remettre à jour les chiffres, mais il y a une double peine des ouvriers. Ils vivent non seulement moins longtemps, mais plus longtemps avec des incapacités, chez les femmes comme chez les hommes. Et en regardant dans la population âgée de 50 à 65 ans, on voyait aussi qu'il y avait déjà des incapacités à cet âge-là et que les inégalités dans les chances d'atteindre la retraite en bonne santé étaient conséquentes et posaient des questions sur la partie de la population qui ne pourrait pas atteindre l'âge de la retraite en bonne santé et qui se retrouverait dans des situations de vulnérabilité et de précarité avec un recul pour eux aussi de l'âge l'âge légal de départ à la retraite, ce qui les met dans un statut couvert par la protection sociale. Donc, comment gérer aussi ces inégalités? Ces inégalités sont importantes parce qu'elles dépendent de facteurs sociaux et que, là encore, il y a une marge de manœuvre pour pouvoir comprendre comment naissent ces inégalités sociales et comment en venir à bout ou les réduire. Ce qui est important, c'est que ces incapacités sont liées à des maladies qui ne sont pas forcément les plus invalidantes, ce n'est pas forcément les troubles neurologiques qui sont les plus pourvoyeurs d'incapacité dans la population, parce que s'ils sont très invalidants, ils sont peu fréquents. Par contre, ce qu'on montre, c'est que les troubles musculo-squelettiques ou encore les troubles anxio-dépressifs sont responsables d'une quantité non négligeable d'incapacité et que là encore, il y a des chances de pouvoir faire de la prévention et de réduire ces risques-là. Un petit détour par les inégalités territoriales. On avait aussi calculé des inégalités d'espérance de vie sans incapacité selon les territoires. Et on avait vu non seulement une grande variété, mais aussi qu'on pouvait relier les inégalités d'espérance de vie avec des incapacités, avec les contextes socio-économiques, mais aussi avec des indicateurs de structure médico-sociale dans ces départements. Alors, comment adapter la société au vieillissement? Eh bien, une première idée, ça a été beaucoup dit, et essayer de contenir les évolutions et les disparités d'années de mauvaise santé, et de réfléchir à la prise en charge de ceux qui basculent dans des situations de besoin d'aide. Alors, on a une protection qui peut être menée à la fois sur l'exposition à des risques de maladie, et puis on l'a vu, une protection qui peut aller jusqu'à comment on fait avec des maladies et comment on gère les limitations fonctionnelles pour maintenir son autonomie, y compris en présence de troubles fonctionnels. Alors, comment aussi on organise les situations de perte d'autonomie et de manque d'autonomie pour des personnes qui ont toujours été dans cette situation? Eh bien, c'est une réflexion sur ce virage domiciliaire dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il va coûter? Qui va y accéder? Je crois que là, la présentation de la mutualité française était très riche de ce côté-là. Quelles vont être la qualité et l'adaptation des services à la personne, alors que le maintien à domicile va rendre plus sévères les situations des personnes à domicile? Est-ce que ça va pouvoir reposer sur la famille? Pas sûr. Et comment on va aussi maintenir un accueil et un hébergement pour les personnes qui ne peuvent pas rester chez elles, soit parce qu'elles n'en ont pas les moyens, soit parce que leur état de santé est trop dégradé, soit parce que leur logement n'est pas adapté. Envisager les conditions de la vieillesse à l'aune des parcours de vie pour mieux gérer les inégalités dans ces parcours et limiter à la fois les inégalités et la vulnérabilité.
envisager les besoins au-delà de la santé, et on voit bien qu'il faut articuler les systèmes sociaux et de santé sur tous les âges de la vie, de l'éducation, en passant par le travail, la parentalité et comment on arrive à articuler les vies professionnelles et les vies familiales au mieux et le plus égalitairement possible, les situations de précarité et de besoin d'aide. Et puis appréhender les évolutions en cours, c'est-à-dire qu'il y a un rapport, un évident changement des rapports entre les âges de la vie, qu'il va falloir réfléchir au transfert et au soutien intergénérationnel, à ce qu'on pense des différentes classes d'âge, comment on arrive à lutter contre des réflexes agistes qui font mettre en compétition des classes d'âge en cas de ressources rares. Et puis, je prêche enfin pour ma paroisse pour dire l'importance de soutenir la production de données et de recherche démographique, mais aussi plus généralement en sciences humaines et sociales, pour arriver à voir finement ces changements sociaux et sociétaux. Juste un dernier mot pour vous présenter l'ILVV, l'Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. Il suffit de taper sur ilvv.fr. Vous avez beaucoup d'informations sur ce que montre la recherche aujourd'hui, notamment les lettres d'information que vous pouvez récupérer en cliquant ici sur la page du site, la dernière étant consacrée à la dématérialisation des services publics et des pratiques et usages des numériques des plus âgés.